la réalisation de l'ouvrage de référence Le droit linguistique au Québec, qui est aujourd'hui cité par les tribunaux. Il est aussi co-auteur du livre Restaurer le français langue officielle, dont la préface a été rédigée par l'ancien juge à la Cour d'appel Jean-Louis Baudouin. Il est aussi, je vais ajouter, co-président du comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne qui vient de livrer le rapport, qui est aussi nommé le comité Rousseau. Et vous n'étiez pas là ce matin, Maître Rousseau, quand j'ai donné mon discours, mais j'ai donné à la salle un petit amuse-bouche sur les travaux de ce comité. Alors, de franchir à vous. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation, merci pour la présentation. Donc vraiment, j'ai assisté à quelques colloques dans ma vie sur l'article 23, mais ça, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur. Donc vraiment, depuis le début de la journée, des belles présentations. Merci à tout le monde. Donc, on le voit depuis ce matin, l'article 23, ça pose toutes sortes de questions compliquées. C'est pas l'article le plus simple qu'on rencontre dans notre vie de juriste ou de politologue. Et pour rajouter une couche supplémentaire de complexité, bien, il y a toute la question de son interprétation symétrique ou asymétrique. On le sait, l'article 23, c'est le droit dans l'enseignement dans la langue de la minorité, donc anglophone au Québec, francophone dans les autres provinces. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question se pose, est-ce que c'est forcément exactement le même droit, interprété exactement de la même manière que l'on soit au Québec, donc pour les Anglo-Québécois, ou dans les autres provinces pour les Franco-Canadiens? Donc, c'est vraiment une question qui se pose, qui divise la doctrine, qui fait débat depuis des décennies. Et moi, je vous propose une réponse positive à la question, donc ce qu'on appelle parfois l'interprétation asymétrique, donc une interprétation qui ne serait pas la même au Québec et dans les autres provinces, donc une interprétation qui serait plus stricte au Québec pour laisser aux législateurs québécois la possibilité de protéger la langue française, une interprétation plus stricte de l'article 23, et au contraire, une interprétation plus large dans les autres provinces, quitte à limiter l'autonomie des provinces anglophones en matière d'éducation, ces provinces-là n'ayant pas le défi de faire la promotion de la langue anglaise, comme l'État québécois et son législateur ont le défi de faire la promotion de la langue française. Le défi est la responsabilité. Donc, je vous présente la thèse favorable à l'interprétation asymétrique de l'article 23 en vous présentant des arguments qui relèvent de l'histoire, du texte de la Constitution, de la jurisprudence, de la sociologie et du droit international. Donc, beaucoup de types d'arguments, mais je vais les passer chacun assez rapidement. Donc, d'abord, au niveau des arguments historiques. Ce qu'on voit depuis ce matin, évidemment, c'est quand on parle de 23 de la Charte canadienne, il faut forcément aussi parler de 93 de la Constitution de 1867. C'est vraiment, ça va ensemble parce que 93, c'est la compétence provinciale sur l'éducation. Et ensuite, tout ce qu'on met dans 23, on vient de retirer à 93 parce que s'il n'y avait pas 23, ben c'est la province avec ses lois qui déciderait qui a accès ou pas à l'école de la minorité, qui déciderait des règles, des programmes, de la gestion, de tout ce qu'on discute depuis ce matin. Si ça ne relèverait pas de 23, ça relèverait de 93. Donc, forcément, quand on se penche sur l'interprétation de 23, qu'est-ce que ça couvre? Bien, on est en train d'enlever tout ce qu'on met dans 23, on l'enlève de 93. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est vraiment essentiel à notre compréhension. Et l'idée, c'est que dans une constitution, on ne peut pas faire fi du reste de la Constitution lorsqu'on en interprète une partie. Quand on interprète 23, forcément tenir compte de 93. Et donc, c'est ce que je vous suggère. Ils sont là dans la jurisprudence. Je pourrais vous sortir plein d'extraits. J'en ai un de Mahé, puisque Mahé est un classique, donc qui nous parle du gouvernement provincial, qui nous dit le gouvernement devrait disposer du pouvoir discrétionnaire le plus vaste possible dans les choix des moyens institutionnels dont il usera pour remplir ses obligations en vertu de l'article 23. Donc, la jurisprudence, on le met toujours dans 23, mais tout en disant, mais par contre, on est conscient qu'il y a 93 puis que la province a encore son rôle à jouer en éducation. Donc, on est toujours dans cette logique-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, historiquement, 93, c'est particulièrement important pour le Québec. Donc, ce n'est pas nécessairement l'Ontario qui a incité le plus pour que la compétence en éducation soit provinciale et pas les provinces de l'Atlantique. C'est vraiment beaucoup le Québec, les délégués donc du Bas-Canada, du Canada-Est, qui, au milieu des années 1860, ont insisté pour que la compétence en éducation elle soit provinciale et donc québécoise. Et ça, c'est même la Cour suprême qui l'a reconnu dans différents jugements. Donc, dans la réconciliation scolaire francophone de la Colombie-Britannique, on peut dire la chose suivante.
À une époque où langue et religion allaient souvent de pair, les constituants adoptent l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867 afin d'accorder aux provinces le pouvoir exclusif de légiférer sur l'éducation. Cette disposition visait indirectement à protéger la langue et la culture française, avec un S, car elle permettait aux francophones du Québec, qui étaient minoritaires à l'échelle du pays, mais majoritaires dans la province, de contrôler le système d'éducation. Donc, clairement, la Cour suprême le reconnaît par son étude historique. Quand on va dans les archives et tout, on réalise que c'est effectivement le cas. Et ensuite, dans cet arrêt-là, on réfère au renvoi sur la sécession, paragraphe 38, où il y a aussi un paragraphe qui va dans le même sens. Donc, on parle de la Constitution de 1867 et on dit « Il figure des garanties visant à protéger la langue et la culture française, à la fois directement, en faisant du français une langue officielle du Québec et dans l'ensemble du Canada, et indirectement en attribuant aux provinces la compétence sur l'éducation et sur la propriété de droit civil dans la province. » Donc, vraiment, c'est reconnu dans la jurisprudence. 93, c'est là pour le Québec, puis c'est là pour que le Québec puisse exercer sa compétence en éducation, protéger la culture et la langue française. C'est à ça que ça sert 93. Donc, évidemment, chaque fois qu'on interprète 23, il faut avoir ça en tête. Puisque c'est mentionné dans le renvoi sur la sécession, il y a un autre passage, à mon avis, du renvoi sur la sécession qu'il faut avoir en tête. C'est un passage où on nous explique c'est quoi le principe du fédéralisme et pourquoi c'est si important comme principe sous-jacent de la Constitution canadienne. Et un des passages donc, sur le principe du fédéralisme dans le renvoi sur la sécession nous explique que le but du fédéralisme, c'est notamment, je vais vous le lire, donc ça facilite la poursuite d'objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée. C'est le cas du Québec, où la majorité de la population est francophone et possède une culture distincte. Ce n'est pas le fruit du hasard. La réalité sociale et démographique du Québec explique son existence comme entité politique qui a constitué une des raisons essentielles de la création d'une structure fédérale. Donc, on explique dans le renvoi sur la sécession que le principe du fédéralisme, c'est lié au fait qu'au Québec, il y a une majorité francophone qui, par ailleurs, est une minorité à l'échelle du Canada. Et, évidemment, vous le savez, et c'est plus loin dans le renvoi sur la sécession, à quoi servent ces principes sous-jacents de la Constitution canadienne, dont le principe de fédéralisme? Bien, ça sert à interpréter la Constitution. Hein, ce sont des guides dans l'interprétation, dans la définition des sphères de compétences et la portée des droits. Donc, quand vient le temps de fixer la portée des droits, il faut regarder nos grands principes sous-jacents, dont celui du fédéralisme. Alors, vous aurez compris l'argument, c'est de dire, quand vient le temps d'interpréter 23, bien, il faut absolument avoir en tête nos principes sous-jacents, celui du fédéralisme, qui vise notamment à permettre au Québec, via sa compétence sur l'éducation, de protéger la langue et la culture française. Il faut avoir en tête 93, il faut avoir en tête le côté particulièrement important de 93 pour le Québec. Et donc, ça va dans le sens d'une interprétation de 23 qui, au Québec, tient compte de cette importance du fédéralisme et de 93 en particulier. Argument de texte ensuite, on a vu 23, certains l'ont exposé là, sur les PowerPoint. Donc, l'article 23, on connaît, bon, 23.1a, B, 23.2, donc nos trois définitions d'ayant droit. Et ça a été mentionné également précédemment, 23.1a ne s'applique pas au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article 59 de la loi constitutionnelle de 1982 qui fait en sorte que pour que 23.1a s'applique, il faut qu'il y ait une proclamation qui soit autorisée par l'Assemblée législative ou le gouvernement du Québec. Et en 82-83, on pourrait dire, bon, ben, ça c'est juste une disposition qui retarde un peu l'entrée en vigueur, c'est un peu technique et tout. Plus de 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'on réalise? Ben, c'est que 23A ne s'applique toujours pas au Québec. Et une des raisons pour ça, c'est qu'il existe une loi québécoise qui s'appelle la loi concernant la loi constitutionnelle de 1982, qui dit la chose suivante. Le gouvernement ne peut autoriser la proclamation visée au paragraphe 1 de l'article 59 de la loi constitutionnelle de 1982 sans avoir obtenu au préalable le consentement de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une loi québécoise à l'heure actuelle qui fait en sorte que c'est impossible pour le gouvernement du Québec d'autoriser 23.1a à s'appliquer au Québec. Il faut absolument qu'il y ait l'autorisation de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une loi qui rend plus difficile le fait de rendre applicable 23.1a. Donc, ce qui fait que 23.1a, ce n'est pas une disposition, c'est-à-dire 59, ce n'est pas une disposition transitoire. Voilà, donc c'est là pour rester. Donc, au cœur de 23, il y a une asymétrie. Donc, de plaider pour l'interprétation asymétrique de 23, ce n'est pas contre l'intention du constituant, ce n'est pas un sacrilège, ce n'est pas sorti de nulle part. Au cœur même de l'article 23, il y a une asymétrie qui a été souhaitée, incluse par la Constitution de 1982 et qui n'est pas un truc temporaire qui va bientôt disparaître, puisque quand on regarde le droit québécois, ben, manifestement, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître.
Bon, ensuite, l'impact de ça sur l'interprétation de 23, on sait que dans l'affaire, merci, on sait que dans l'affaire Quebec English School Board Association, l'impact de 59 et donc de la non-application de 21, 23, 1A, c'est quand même un peu, disons que la Cour d'appel n'accorde pas beaucoup d'importance à 59, disons ça comme ça. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Je pense que 23, 3, le fameux passage de 23.3, que tu as fait couler dans Maé, établissement d'enseignement de la minorité linguistique. Donc, on parle depuis ce matin de la définition de la minorité. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire complètement abstraction de 23.1 A, B, 23.2 dans la définition de minorité linguistique à 23.3. Un article, ça se lit, chaque paragraphe d'un article s'interprète à la lumière des autres. Donc, je trouve ça un peu particulier ce que fait la Cour d'appel dans cet arrêt-là. Espérons que ça aille en appel. Mais à la limite, même si c'était maintenu et qu'on disait que le contenu de 23.3, bon, ça n'a pas rapport avec 23.1A, même si on disait ça, ça n'empêche pas l'argument de dire il y a la symétrie au cœur de 23 et ça va dans le sens donc d'une interprétation asymétrique en raison de la non-application de 23.1A au Québec. À ça s'ajoutent évidemment des passages dans la jurisprudence qui ouvrent grande la porte à l'interprétation asymétrique. Vous les connaissez, je vous rappelle peut-être des petits passages. Dans l'NUIN, le contexte historique, démographique et social ayant conduit à la reconnaissance des droits garantis par l'article 23 demeure la toile de fond d'analyse des droits linguistiques, permet de mieux cerner les préoccupations qui ont inspiré leur reconnaissance constitutionnelle. L'analyse et l'interprétation des droits linguistiques cherche aussi à prendre en compte la dynamique propre à la situation des langues officielles dans chaque province. Ces principes fixent le cadre interprétatif de l'article 23. Donc, dans le NUIN, clairement, on dit chaque province, ça peut être différent. Bon, chaque province, est-ce que ça veut dire particulièrement le Québec? Oui, ça veut dire particulièrement le Québec, puisque dans Solski, c'est ce qu'on dit. Dans Solski, on peut lire l'application de l'article 23 est contextuelle. Elle doit tenir compte des disparités très réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et celle des communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces. Donc, clairement, on a des portes ouvertes à la symétrie dans la jurisprudence de la Cour suprême. Et quand on parle des disparités très réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et celle des autres communautés linguistiques, bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les disparités? Bien, je pense que pour bien comprendre ces disparités-là et comment elles peuvent servir, elles peuvent être pensées pour servir en interprétation asymétrique de 23, on peut aller chercher du côté de la sociologie le concept de complétude institutionnelle. Et Stéphanie Chouinard, ici présente, a fait un article là-dessus qui explique bien comment ça a été utilisé par les tribunaux, plutôt dans les affaires pour des autres provinces, mais à mon sens, c'est un concept sociologique tout à fait pertinent pour penser la situation des droits linguistiques au Québec. Donc, l'argument, le concept de complétude institutionnelle de Raymond Breton, c'est essentiellement la chose suivante. Plus une minorité a des institutions complètes, moins elle va se faire assimiler par la majorité. Alors qu'au contraire, une minorité qui a des institutions moins complètes va plus être assimilée par la majorité. Essentiellement, c'est ça. Or, l'argument ici, c'est de dire les Anglo-Québécois ont une très forte complétude institutionnelle, même une surcomplétude institutionnelle, alors que les francophones des autres provinces ont une beaucoup moins grande complétude institutionnelle, une sous-complétude institutionnelle. Donc, voilà. Là, évidemment, on pourrait sortir une tonne de chiffres, j'en ai certains pour vous. Bon, comment on la calcule, cette complétude? Il peut y avoir des débats, il peut y avoir des discussions, mais essentiellement, on peut regarder le pourcentage d'une communauté linguistique. Puis là, bien, je comprends que ça fait beaucoup de débat, on en parle depuis ce matin, c'est quoi le vôtre, langue maternelle, langue à la maison, bon, et tout. Mais bon, il s'agit de définir c'est quoi la minorité linguistique, son poids, versus le poids de ces institutions. Donc, dans le cas des anglophones, évidemment, il y a plein de chiffres qui circulent. Je sais que 8,1, il y a 10,4 si on parle de la langue à la maison, 7,6 si on parle de la seule langue maternelle. Donc, on pourrait jouer sur certains critères, mais chose certaine, si on regarde le niveau collégial, 19% des places au niveau collégial sont des institutions anglophones, plus de 25% au niveau universitaire. Donc, il y a clairement une surcomplétude institutionnelle du côté des anglophones du Québec, ce qui évidemment n'est pas le cas du côté des francophones du Canada. Et ça fait en sorte qu'il y a plus de francophones qui s'assimilent à l'anglais au Québec qu'il y a d'anglophones qui s'assimilent au français. Donc, j'ai la statistique suivante de 2021. 109 278 personnes de langue maternelle française ayant fait une substitution vers l'anglais
représentait 12% de la population anglophone du Québec, alors que 65 919 personnes de langue maternelle anglaise ayant fait une substitution par le français ne représentaient que 1% de la population francophone du Québec. Autrement dit, il y a 2 fois plus d'assimilation de francophones vers l'anglais que l'inverse, puis ça contribue 12 fois plus cette assimilation-là à la démographie anglophone qu'à la démographie du côté de la communauté de langue française. Donc, c'est un des critères. On pourrait poursuivre. Du côté de la sous-complétude dans les autres provinces, il y a beaucoup de chiffres aussi. J'avais le suivant. Au niveau des Franco-Ontariens, on parle de 4,2% de la population, si on prend les critères de la langue maternelle, versus seulement 3% du financement universitaire pour les études en français. Donc, sous-complétude institutionnelle. Avec des taux d'assimilation qui sont de 46% en général, 53% chez les 25 à 34 ans. Alberta, si on prend l'autre exemple d'une province à l'ouest de l'Ontario avec une institution universitaire de langue française, on parle de 0,37% des budgets qui sont consacrés aux études universitaires en français pour tout près de 2% de la population. Donc, forte sous-complétude institutionnelle. Et évidemment, dans les provinces qui n'ont pas du tout d'université de langue française, là, la sous-complétude institutionnelle est encore plus forte, ce qui fait qu'il y a des hauts taux d'assimilation, particulièrement dans ces provinces-là. Donc, il y a une sous-complétude pour les francophones dans les autres provinces et des forts taux d'assimilation, beaucoup moins au Nouveau-Brunswick, où là, il y a vraiment une institution universitaire de langue française conséquente. Donc, tout ça fait en sorte que si on veut prendre au sérieux le passage de la Cour suprême qui nous dit qu'on interprète 23 différemment, c'est-à-dire en tenant compte des disparités, bien, il faut tenir compte beaucoup de la disparité en termes de complétude institutionnelle parce que c'est vraiment un principe, un concept sociologique qui a été utilisé dans des jugements, dans des causes en droit linguistique, dans les affaires de d'autres provinces qui pourraient tout à fait l'être au Québec. Dernier argument, celui du droit international. Donc, le droit international peut être utilisé pour interpréter la Charte canadienne et dans un arrêt de 2020 de mémoire, dans l'arrêt Québec contre Québec Inc., on nous explique un petit peu comment utiliser le droit international pour interpréter la Charte canadienne. Donc, on nous dit d'abord que ça sert surtout à appuyer ou à confirmer une interprétation, une conclusion en termes d'interprétation à laquelle on arrive en vertu de règles du droit national. Donc, c'est un peu ce que je fais pour que ça arrive à la fin. Ensuite, on nous dit ce qui est surtout important comme source de droit international, ce sont les traités, les conventions, les pactes ratifiés par le Canada. Donc, plutôt que les 5 déclarations de l'ONU ou autres. Ensuite, on nous dit on donne l'exemple du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui lie le Canada et qui fait en sorte qu'il y a une présomption. Quand on est en droit canadien, on présume que le but du législateur canadien, c'est de respecter notamment ce pacte-là. Autre règle, les pactes internationaux, les traités internationaux qui sont antérieurs à la Charte canadienne ont plus de poids parce qu'ils font partie du contexte lorsqu'il y a eu l'adoption de la Charte canadienne. Et enfin, pour ce qui est des décisions des tribunaux internationaux, ben, ce ne sont pas des sources contraignantes, mais ce sont des sources souvent qui vont être pertinentes, qui vont être persuasives. Alors, c'est un petit peu certaines règles d'interprétation qui ressortent de cette affaire-là. Ce que ça nous dit concernant le côté asymétrique ou symétrique de l'interprétation de 23, bien, il faut aller chercher du côté de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est en gros, qui nous dit que dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe leur propre vie culturelle, de professer de pratiquer leur religion ou d'employer leur propre langue. Le droit particulièrement pertinent ici, c'est 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et là, la question qui se pose, c'est en vertu de ce pacte-là, donc en droit international, est-ce que les anglophones sont une minorité ou ce ne sont pas plutôt les francophones qui, même s'ils sont majoritaires au Québec, sont minoritaires dans tout le Canada? Et la réponse dans l'affaire Ballentine, ben, c'est la dernière de cette alternative que je viens de proposer. Dans Ballentine, c'est très clair, le Comité des droits de l'homme nous dit en droit international, l'unité qui compte, c'est le pays souverain, c'est l'État souverain. Donc, les anglophones du Québec ne sont pas une minorité. Ils font partie de la majorité canadienne et les francophones du Québec ne sont pas une majorité, ils font plutôt partie de la minorité francophone du Canada. Donc, lorsqu'on a à se poser la question à savoir est-ce que l'interprétation de 23 doit être symétrique ou asymétrique, bien, si on fait une interprétation asymétrique, on va davantage tenir compte de cet aspect-là du droit international. Donc, ça vient confirmer que c'est la bonne interprétation.
Alors, voilà, donc vous l'aurez compris, c'est, à mon avis, vraiment l'interprétation asymétrique qui s'impose pour des raisons relatives à l'histoire, le texte de la Constitution, la jurisprudence, la sociologie et le droit international. Merci.